Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour Nico Salvado. Vous êtes député sortant, jusque-là vous étiez de La République En Marche. Vous n'êtes plus de La République En Marche parce que Manuel Valls a eu officiellement l'investiture du parti. Est-ce que, c'est une question que les gens posent, vous allez aller au bout de cette campagne? Alors d'abord bonjour à tous les auditeurs d'Equinox. Je vais me permettre de vous corriger. Je suis député actuel, député sortant dans le cadre de ces élections, mais je reste à l'heure actuelle député de La République En Marche. Je reste un militant de La République En Marche. Et d'ailleurs, même si a priori ma décision de me présenter, car je la confirme, et de maintenir ma candidature face à un candidat investi par ma famille politique, va probablement impliquer mon exclusion du parti, au moins temporaire. Pour l'instant, cette exclusion ne m'a pas été notifiée, donc je reste absolument aligné avec La République En Marche et en particulier avec l'objectif de fournir au président de la République, récemment réélu, une majorité parlementaire cohérente qui lui permettra d'appliquer et de mettre en œuvre son programme sur les 5 années à venir. Alors on y reviendra dans l'interview, mais alors il y a un député qui est élu, il y a aussi un député suppléant qui a ses tâches bien à part. Alors il se dit que Manuel Valls n'était pas fermé à vous proposer de devenir son député suppléant. A priori vous avez refusé. Ça aurait été un joli symbole d'unité pourtant. Écoutez, tout d'abord, je dois préciser là encore que je n'ai pas eu de contact direct avec Manuel Valls, même si on me l'a proposé après l'annonce de l'investiture, j'ai décliné. Il y a eu des conversations entre nos équipes. On ne m'a pas proposé la suppléance, on ne m'a pas fait de contre-offre. À chaque fois qu'on m'a suggéré de mettre sur la table ce qui pourrait m'intéresser pour renoncer à ma candidature, j'ai coupé court à la conversation. Tout simplement parce que, pour que vous puissiez comprendre un peu ma démarche, il faut comprendre ma personnalité, pourquoi je suis rentré en politique. En fait, moi, il y a 5 ans, j'étais, d'ailleurs je continue à être, un représentant de la société civile, un Français qui vit parmi vous tous, parmi tous les... pas à Barcelone, effectivement, je vis à Madrid, mais on reste quand même des citoyens et des habitants du même pays. J'avais décidé de répondre à l'appel de Samantha Cazbonne qui m'avait proposé de devenir son suppléant parce que je pensais effectivement qu'à travers cette démarche, j'allais avoir l'opportunité, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais là c'était l'opportunité peut-être de contribuer à faire bouger les choses. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Samantha Cazbonne, c'était la députée En Marche dont vous étiez le suppléant. Samantha Cazbonne est partie au Sénat parce qu'elle est devenue sénatrice des Français de l'étranger et à partir de ce moment-là, vous êtes devenu députée à la place de Samantha Cazbonne. Effectivement, puisque avec Samantha Cazbonne, nous avons gagné 2 élections législatives, en 2017 et en 2018. À chaque fois, j'ai joué un rôle important comme partie du dispositif, non seulement de campagne, mais aussi de l'image que Samantha voulait projeter. Et mon nom en tant que suppléant a été utilisé pour justement soutenir la légitimité de Samantha et voire même attirer quelques voix dans les milieux où je suis particulièrement connu ou apprécié. Et à partir de là, moi, ma volonté, c'était vraiment de pouvoir participer à la rénovation de la vie politique, notamment, mais que nous proposait le président de la République, enfin Emmanuel Macron, qui n'était pas président à l'époque, ou qui venait de l'être élu. Et c'est notamment pour ça que j'avais accepté de rentrer dans cette aventure. Et effectivement, aujourd'hui, du coup, c'est l'occasion éventuellement de réaffirmer ces principes. Et c'est une des raisons qui explique que, effectivement, je vais maintenir cette candidature. Ok. Sur les réseaux sociaux, cette semaine, Manuel Valls a fortement attaqué la candidature de NUP. Pour vous, est-ce que Renaud Lebert, qui est le candidat, c'est l'extrême gauche? Est-ce qu'il y a un danger sur la circonscription? Alors, Renaud Lebert, d'abord, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. D'abord parce que c'est un élu local. Deuxièmement, parce qu'il dédie sa vie à l'enseignement de nos enfants, dans un réseau qu'on aime tous, qui est le réseau AEFE. Donc moi, Renaud, il a toute mon amitié, tout mon soutien. Je ne le vois pas comme un dangereux bolchevique, à l'évidence. C'est quelqu'un qui a son parcours politique, je crois, au sein du PS. Puis, comme beaucoup, il est devenu plus écologiste ces temps-ci. Maintenant, il y a eu des manœuvres à gauche qui ont abouti sur le regroupement un peu forcé de toutes les forces de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, qui font donc maintenant campagne avec apparemment un seul objectif politique, qui est d'envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Alors moi, contre Renaud Lebert, je n'ai absolument rien, et je lui exprime à nouveau toute mon amitié et ma sympathie. Et en revanche, contre l'idée d'avoir Jean-Luc Mélenchon à Matignon, là, je dis non merci.
Alors, dans votre bilan, vous vantez notamment les démarches que vous avez faites pour que les Français puissent avoir plus facilement le renouvellement du passeport, pour le vote en ligne également. Vous avez fait des efforts là-dessus. Finalement, la présence de l'État français à Barcelone, est-ce que c'est pas juste ça, les démarches administratives pour certains Français qui vivent ici? Ben non, puisqu'on vient de parler du réseau AFE. On a quand même une présence à Barcelone et autour de Barcelone, à Gavà, à Reus, Tarragone, etc. Une présence d'établissements français quand même très importante et qui reçoivent des subventions de l'État. Donc, mais il est vrai que pour les Français de Barcelone, pour les Français d'Espagne, pour les Français de la circonscription, les enjeux en tant que Français de l'étranger, ce sont des enjeux qui ont à voir à ça avec les relations avec les services consulaires, les démarches administratives, en particulier pour les personnes qui doivent faire renouveler des papiers ou qui perçoivent des pensions de retraite de la France, l'éducation de nos enfants, éventuellement l'interconnexion des systèmes de santé pour nous assurer que tous les risques soient bien couverts, l'interconnexion des systèmes de retraite, c'est ce que nous apporte l'Europe aussi, c'est important. À partir de là, ce sont ces considérations qui sont exprimées par les Français. Moi, vous le savez, hein, toute la circonscription a mon numéro de WhatsApp. Donc, j'ai des milliers de personnes qui sont connectées à moi. Donc, je reçois un flux constant de questions, d'interpellations. Et les interpellations, dans 99 cas sur 100, ont à voir avec des sujets du terrain, du quotidien, de la vie quotidienne des Français. On ne vient pas me parler de tel ou tel débat sur la réforme des collectivités territoriales en France. Les seuls sujets, finalement, français qui ont intéressé récemment les Français de l'étranger, c'est en particulier le sujet de la vaccination qui a été très polémique et très clivant. Mais à part ça, 99% des interpellations sont sur des sujets locaux. Et du coup, ça forge ma conviction qu'un bon député des Français de l'étranger doit vraiment être à l'écoute et connaisseur de ces sujets pour devenir un bon député à Paris, dans l'hémicycle, mais surtout hors de l'hémicycle, puisque c'est hors de l'hémicycle, dans nos relations avec les ministères, avec l'administration, avec les cabinets, qu'on arrive à faire bouger les choses. Ça passe pas forcément toujours par la loi, et ça passe sans doute très rarement par l'Élysée. Alors, vous parliez de l'éducation, justement, les lycées français, etc. Vous avez dit qu'il fallait, je vous cite, une redistribution plus juste des bourses. Pourtant, ça fait 5 ans que la majorité présidentielle est au pouvoir et dans la circonscription. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Non, parce que je pense que ce qui est en place est efficace, enfin, est adapté, d'accord ? Le problème, c'est pas les montants. Le problème des bourses scolaires, c'est que les familles pensent qu'elles n'y ont pas accès. C'est qu'il y a de moins en moins de demandes. Alors, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que si on met 120 millions d'euros ou 110 millions d'euros par an de bourses et que chaque année, la demande se réduit à 105, puis 103, puis 98, puis 80, là, je peux vous dire tout de suite, on sait comment fonctionnent les choses. Bercy voit ça et dit oh, on va récupérer. S'il n'y a pas de demande, on ne va pas mettre des budgets alors qu'on pourrait les déplacer sur d'autres postes. Le problème, moi je pense, et c'est quelque chose qu'on va entendre pendant cette campagne, sur lequel moi j'ai interpellé Renaud d'ailleurs là-dessus, en lui demandant d'être prudent. Parce qu'on peut avoir un discours sur le manque de moyens, l'abandon de l'État, etc. Je sais que c'est un discours qui marche bien et qu'on va entendre beaucoup à gauche. La réalité, c'est que le budget de l'AEFE, le budget de l'État accordé à l'AEFE, a baissé constamment de 2012 à 2017. En 2017, à l'arrivée du président Macron, effectivement, il y a eu cette chute de 33 millions qui a été immédiatement récupérée l'an dernier. Et ensuite, on est remonté et on est enfin repassé au-dessus du niveau de 2012 dernièrement. Et là, je dis, pour l'ensemble, le budget de fonctionnement et les bourses. Le problème, c'est que les familles entendent un seul discours, et en particulier les familles modestes, c'est le lycée français c'est trop cher et les bourses c'est trop compliqué, c'est hors de portée. Alors que parfois, j'ai des familles qui me disent ça, j'ai dit mais attendez, mais vous gagnez combien ? Je fais le calcul et je me rends compte immédiatement, après 3 minutes de simulation, on va dire, mentale, que ces familles pourraient bénéficier d'une bourse et voir leurs frais de scolarité pris en charge à 30 ou 40%. Ça changerait complètement leur appréhension vis-à-vis d'une scolarisation au lycée français. Et donc, je pense qu'on peut avoir un débat politique sur le sujet, mais attention à ne pas exagérer, à ne pas forcer le trait, et du coup avoir l'effet inverse, à savoir éloigner les familles modestes des lycées en les convainquant que ce n'est pas fait pour eux. Alors que non, les bourses sont là pour ça, et elles sont suffisantes. Et il y a encore de la place pour avoir plus de familles boursières, et on en veut plus. Alors, concernant la fiscalité des expatriés, comment on fait pour trouver le bon équilibre entre la solidarité nationale et l'indépendance dans un pays dans lequel on ne vit plus ? Vous savez, les chiffres sont assez clairs. Hein. Les Français de l'étranger payent des impôts en France. Hein.
c'est toujours pour ça que non seulement, enfin, j'ai toujours beaucoup de mal avec tous les camps politiques qui essayent de nous forcer à revêtir l'habit de l'expatrié fiscal, surtout que pour ceux qui vivent à Barcelone, pour le coup, l'expatriation fiscale, le paradis fiscal, c'est pas ici, hein, on est bien d'accord. Ce serait plus à Monaco, du coup. Ce serait... Écoutez, oui, pour les monégasques, pour les Français, non, puisque le Français de Monaco reste résident fiscal français. Donc, il n'y a pas de problématique fiscale. Après, on va pas faire la liste des pays, mais effectivement, il y a certains endroits où on se sent quand même moins dans un enfer fiscal qu'à Barcelone, je pense. Ceci dit, les Français de l'étranger, dans l'ensemble, payent chaque année à la France autour de 500-600 millions d'euros d'impôts, il me semble, impôts et cotisations. En échange, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils reçoivent plus ou moins 500 millions d'euros dédiés à l'AEFE, 400 millions de frais de fonctionnement, 100 millions de bourses, pour simplifier. Et ils reçoivent, il leur est mis à disposition un service consulaire tout autour du monde, qui est puissant, solide et très utile, qui là encore coûte de l'ordre de 700 millions d'euros par an. Donc le Français de l'étranger est quand même subventionné, grosso modo, si on fait la différence entre les revenus et les dépenses, il est subventionné en partie par l'État français. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il faut reconnaître quand même que la France fait un geste, et par ce geste reconnaît l'importance de la diaspora française à l'étranger et l'importance de lui apporter du soutien. Alors, dans la diaspora française à l'étranger, surtout à Barcelone, il y a beaucoup d'expatriés qui sont venus pour monter une entreprise ici ou pour travailler à leur compte. Alors, on part de quel postulat? C'est des gens qui ont quitté la France et donc, s'ils veulent recevoir de l'aide, qu'ils aillent à Barcelona Activa ou à des structures locales, ou est-ce que l'État français doit continuer malgré tout à les accompagner? Alors ça, c'est vraiment un sujet que je porte, que j'ai déjà commencé à porter et que je vais continuer à porter si je suis réélu. Effectivement, force est de constater, et si on vit à Barcelone, c'est évident, si on vit à Malaga, si vous allez à Malaga, vous allez aussi voir un flux d'entreprises françaises, d'entrepreneurs français. C'est vrai aussi à Madrid, et c'est vrai à Porto, et c'est vrai à Lisbonne. On a une circonscription qui est très attractive pour les entrepreneurs français, qui ont envie d'une autre expérience de vie, d'accord, et éventuellement pour leur famille ou pour eux-mêmes de changer d'environnement. Bien, ces entrepreneurs français, c'est des gens qui aiment le risque. Quand on est entrepreneur, je suis entrepreneur, on prend son risque. Prendre son risque, ça veut dire j'assume le risque de gagner de l'argent, j'assume le risque d'en perdre. Pour moi, effectivement, la France n'a pas vocation à éponger les pertes ou à financer des business en difficulté d'entrepreneurs. En revanche, en tant que député français et en tant qu'entrepreneur de l'étranger, je sais qu'il y a quelque chose de stratégique qui se passe. C'est qu'une part de plus en plus importante de l'innovation française se fait à l'étranger. Okay, et ce que je voudrais, c'est qu'on ne laisse pas échapper cette innovation, que ça reste une innovation française. Et donc, ce qui m'embête de temps en temps, c'est de voir des entreprises françaises, des startups françaises qui commencent à avoir du succès, qui commencent à grandir, qui commencent à lever de plus en plus de fonds. Et il y a de moins en moins de fonds français capables de les accompagner. Et du coup, ce sont des fonds américains, des fonds du Moyen-Orient, des fonds japonais qui les accompagnent et qui finissent par monter dans le capital. Et in fine, ces entreprises, on leur dit, finalement, allez vous relocaliser au Delaware, juridiquement, dans la Silicon Valley, géographiquement, ça devient des entreprises américaines, et le jour où on leur apporte une offre de changement de contrôle, ce sont des actionnaires étrangers qui décident. Et l'innovation française, elle s'est évaporée. Ça, c'est un problème. Je suis déjà intervenu dans l'Assemblée, et ça sera une de mes batailles principales, à savoir que les entreprises françaises de l'étranger puissent être soutenues et accompagnées dans leur croissance par des instruments de capitaux apportés par la France, que ce soit par la BPI ou éventuellement le fonds de soutien de l'innovation que Bruno Le Maire avait créé en début de quinquennat. Alors, quand on écoute votre discours, on a l'impression quand même que vous êtes un peu centre-droit, si on veut jouer là-dessus. Est-ce que vous connaissez déjà le profil de votre suppléant ou de votre suppléante? Quelqu'un peut-être plus à gauche pour recentrer un petit peu les choses? Écoutez, alors je connais le profil, et pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais on va maintenir la confidentialité de son identité jusqu'à samedi. Je vais révéler donc samedi, donc demain, en fonction de la date de diffusion de cette interview, le nom de cette personne. Mais c'est une personne de grande qualité, que je connais depuis longtemps, qui m'a accompagné dans nos aventures politiques, qui porte des valeurs qui sont extrêmement complémentaires aux miennes, qui sont les mêmes, mais qui les porte sans doute, elle, avec plus de force, en particulier l'écologie, l'Europe, l'égalité. Trois sujets qui me tiennent à cœur, mais comme vous avez vu, votre premier réflexe, c'est pas de m'interroger sur ces sujets-là.
Après, interroger plus sur l'économie, les entrepreneurs, etc. Et c'est vrai que visuellement, le premier réflexe, c'est de m'interroger là-dessus. Derrière, je pense que cette personne qui, en faisant le choix de m'accompagner, va elle-même envoyer un message en termes de la volonté de se battre pour nos convictions également, eh bien, ce sera une personne qui va être effectivement assez complémentaire, tout comme je l'avais été pour Samantha Casbonne, à l'époque où Samantha m'avait demandé de devenir son suppléant. En fait, un suppléant, il faut bien comprendre, un suppléant ou une suppléante, il faut bien comprendre que ça a deux rôles. Ça sert à deux objectifs. Un objectif électoral, savoir, parce qu'on met son nom ou sa photo sur l'affiche, il ou elle peut nous rapporter des voix. Ou alors, c'est aussi possible que les deux se combinent, ou alors il va avoir un rôle important à jouer pendant les 5 années du mandat du député. Et je pense qu'on l'a vu avec Samantha, en fait. Entre Samantha et moi, il y a une complémentarité. Entre une Samantha à qui je rends hommage. Elle a beaucoup travaillé. Et malheureusement, je trouve qu'on ne le reconnaît pas assez. Ce n'est pas assez reconnu par les Français de l'étranger. Pourquoi ? Parce que, effectivement, moi, j'avais le rôle plus de présence sur le terrain, donc j'étais un peu plus visible. Mais Samantha aussi avait des axes de travail qui l'éloignaient peut-être un peu de la circonscription. Elle ne vivait pas dans un des noyaux principaux de la circonscription, elle vivait dans une île, ce qui ne facilite pas les choses, en particulier au moment du Covid. Et donc à partir de là, je pense que vous réalisez maintenant que, en fait, on peut avoir le même mandat, sous la même couleur politique, et l'exercer de manière très différente, et surtout être perçu de manière très différente par la population. Et en l'occurrence, même si je regrette un peu que Samantha n'ait pas pu bénéficier de l'image positive que tout son travail aurait mérité, mais moi je sens bien dans le retour des Français que ce soit dans mon rôle d'élu consulaire au préalable ou maintenant, depuis que j'ai pris le relais comme député, il y a un retour positif sur mon action. Et du coup, j'ai tendance à bien comprendre le rôle du député. Et d'ailleurs, j'imagine que maintenant, vous allez sans doute me poser la question sur le suppléant d'un de mes concurrents. Non, j'avais pas prévu ça. Juste, je voulais ouvrir la parenthèse pour les gens qui nous regardent, que Samantha Casbonne, aujourd'hui, elle soutient Manuel Valls. Elle a publié un communiqué assez clair sur les réseaux sociaux. Effectivement, c'est logique. C'est logique. C'est le candidat investi par notre mouvement politique, officiellement. Donc, je n'attendais pas autre chose. Et tout comme j'attends mon exclusion tôt ou tard, ce sont des passages obligés sur lesquels il ne faut pas trop s'attarder et pas prendre les choses personnellement. En tout cas, moi, je ne les prends pas du tout personnellement. Tous ces gens, même celui qui m'enverra et qui signera la lettre d'exclusion de La République En Marche, ça restera un ami. Et j'ai bien l'intention, après ma victoire et ma réélection, de retravailler avec eux en toute sérénité. Alors, on a entendu l'homme politique. Pour conclure cet entretien, je voudrais qu'on parle de l'homme, tout simplement, que vous êtes. Pour qu'on vous connaisse mieux, c'est quoi, par exemple, l'amitié pour vous ? L'amitié ? Oui, pour Stéphane Vogetta, c'est quoi l'amitié ? L'amitié, c'est la fidélité, c'est l'engagement à long terme. L'amitié, c'est spécial parce que enfin, comme souvent, et quand on vit en Espagne, on se compare à des Espagnols pour qui les amitiés se forgent en fait dans les toutes petites classes et se maintiennent toute la vie. Ils ont des systèmes, je ne me rappelle plus du terme, mais dans lesquels les camarades de CP, en fait, toute leur vie vont se retrouver les vendredis sans les femmes et les enfants. Je trouve que c'est très structuré, très structurant. Moi, en l'occurrence, j'ai une vie, un parcours de vie qui a passé par des phases très diverses. J'ai grandi dans une petite ville de province, dans un milieu plutôt modeste, on va dire. Mes meilleurs amis à l'époque, c'était plutôt mes camarades de foot. Et pour le dire simplement, dans l'équipe, j'étais le seul Français dans mon quartier. Après, je suis parti à Paris. Je suis monté à Paris, comme on dit. J'ai fait des études supérieures qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'étaient mes aspirations originales. Ensuite, je suis parti à l'étranger. J'ai eu cette intuition qui était plus simple pour moi, sans doute, d'avoir du succès à l'étranger qu'en France, aussi plus enrichissant au niveau personnel. Et j'ai construit des amitiés. Et les amitiés les plus fidèles sont sans doute celles que j'ai construites au début de mes années d'étudiant, autour de la vingtaine. On reste très amis et très proches. Et depuis, j'ai beaucoup d'amitiés. Et alors, ce qui est étonnant maintenant, c'est qu'en tant qu'élu des Français de l'étranger, j'ai une proximité, je trouve, avec les Français que je trouve assez émouvante de temps en temps, parce que je connais les gens à distance, souvent, et quand on se retrouve
face à face, dans des réunions publiques, dans des événements, dans des cérémonies de remise de médailles aux anciens combattants, j'ai vraiment l'impression qu'on a des relations d'amis qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps, mais qui se connaissent. Et franchement, ça fait partie des choses émouvantes. Et quand vous regardez les réseaux sociaux ces jours-ci, je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook ou autre, parfois, je ne vais pas dire que ça met la larme à l'œil, mais je me dis, j'ai l'impression de faire partie d'une famille. L'amour, c'est quoi pour vous? L'amour, ouais. Non, ça, vous allez poser à tout le monde ces questions. Bien sûr. Pour mieux connaître la personne. Écoutez, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus profond, quoi. C'est ce qui vient des tripes. C'est quelque chose d'unique. Et que même s'il se brise, il reste toujours quelque part. Il y a les amours qui se briseront jamais. C'est l'amour pour vos enfants, pour vos parents, en principe. Et ensuite, il y a l'amour. Il y a l'amour, oui, bien sûr. Il y a aussi l'amour pour certaines valeurs. Il y a de la passion. On n'est pas loin. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas sûr d'être un très bon un mari très romantique, etc. Mais en tout cas, je défends ma famille et j'essaie de faire du mieux possible dans l'éducation de mes enfants. D'ailleurs, en ce moment, je pense beaucoup à eux parce que là, il y a quelques jours, c'était il y a une semaine exactement, une semaine aujourd'hui, on a reçu l'annonce de l'investiture de M. Valls. Et j'ai pris, on dînait le soir à table et j'ai dit à mes enfants, bon écoutez, ma femme était là aussi, ma femme qui est espagnole et qui a un peu de mal à comprendre tout ce qui se passe en ce moment. Mais mes enfants savent que je suis député, ils sont plutôt fiers. Et d'ailleurs, quand ils ont besoin d'attirer mon attention, ils m'appellent monsieur le député plutôt que papa. Bon. Donc j'aurais dit, écoutez... Est-ce que des députés vous appellent papa? Non. Dans l'autre sens, ça n'existe pas. Donc j'ai dit aux enfants, écoutez, là, il arrive quelque chose. Là, j'allais, vous savez, je travaille avec le président Macron. J'allais aller aux élections pour revalider mon poste pour 5 ans de plus. Et puis soudain, le président Macron a décidé de choisir un autre monsieur pour faire ce travail. D'accord ? Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde qui m'écrit pour dire que c'est pas juste. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'accepte la décision que je trouve et que beaucoup de monde trouve injuste, ou est-ce que j'accepte pas, je me bats et j'essaie de gagner ces élections ? Voilà, mes enfants, ils ont eu la réaction que j'attendais. Ils m'ont dit, ah, vas-y papa, bats-toi et gagne. Et j'aurais dit, bon, dans ce cas-là, les amis, je veux que... Et là, on parle d'amour et ça va dans les deux sens. Mais de l'exemple aussi, je leur ai dit, dans ce cas-là, regardez bien ce que je vais faire sur les 6 prochaines semaines, parce que ça va être compliqué, mais je veux que quand dans la vie, que je sois encore là où j'y suis plus, si un jour il vous arrive quelque chose d'injuste, que vous percevez comme injuste, je veux que vous réagissiez comme je vais réagir, avec détermination, avec courage, avec conviction, avec le sourire, et que vous vous rappeliez de ces 6 semaines comme étant quelque chose de fondateur pour notre famille. Et dernière question personnelle, Dieu, pour vous? Dieu Bien franchement, je suis pas croyant, dans le sens traditionnel de la question. J'accompagne ma famille à l'église, puisque ma femme est croyante et pratiquante. Mes enfants vont au catéchisme. Personnellement, je crois en quelque chose qui guide nos vies et qui les dirige. On va dire une forme de destin. Je crois aux coïncidences. Je ne crois pas au hasard. Donc il y a des forces. J'ai du mal à définir ces forces. Je ne pense pas que ces forces puissent matérialiser en une personne, en un être mythique. C'est plutôt, pour moi, une adéquation avec ce qui nous entoure, le monde qui nous entoure, une envie de prendre ce monde à bras-le-corps. Et ensuite, effectivement, je ne sais pas si on peut appeler ça un karma, mais la capacité à prendre les bonnes choses, à laisser les mauvaises, et à essayer de surfer sur les vagues qui se présentent. Une dernière question un peu piège. Imaginons que pour cette élection, vous devez voter pour un candidat, mais ce n'est pas vous. Oui. Vous voteriez pour qui? Écoutez, moi je l'ai dit et je le répète, enfin je sais pas si ça a été dit publiquement. Moi j'ai pris une décision dont tout le monde parle. Hein. Je me maintiens, je deviens soudain le dissident. Hier j'étais à Paris, en France, on me salue maintenant dans la rue, on m'arrête, on veut faire des photos avec moi, parce que je suis le dissident, et en plus dissident contre quelqu'un qui a une image quand même assez marquée. D'accord ? Bon, j'ai pris cette décision parce que je pense que malheureusement, cette personne, pour qui j'ai beaucoup de respect par ailleurs, malheureusement souffre d'une image qui va l'empêcher de gagner ses élections.
Alors moi, j'ai gagné 2 fois ces élections avec Samantha Cazbonne. J'ai gagné les élections consulaires il y a 1 an dans ma circonscription. En tout cas, on a gagné des postes. Et je ne peux pas accepter de perdre cette circonscription qui va, je pense, si je n'interviens pas, finir effectivement par être remportée par M. Lebert, okay, dont le slogan est d'envoyer M. Mélenchon à Matignon. Donc je lui ai dit non merci, donc je prends mes responsabilités, j'assume. Si le soir du premier tour, il se trouve que je me suis trompé, finalement le premier tour va être, je pense, l'un de nous deux, des 2 candidats macronistes avec vocation à entre... Vous allez sortir Manuel Valls au premier tour, vous avez dit dans la presse. Non, c'est dans la logique de mon raisonnement. Effectivement, je pense que, malheureusement, je ne pense pas que Manuel Valls puisse gagner, et je pense que si je suis là, effectivement, je vais être devant Manuel Valls, donc je serai au second tour face à la gauche, à la liste de gauche, à la NUPES. Si je me trompe, et que j'ai fait une erreur de calcul, effectivement, M. Valls avait un potentiel électoral suffisant pour gagner ces élections et pour passer au second tour, eh bien écoutez, je le reconnaîtrai et je soutiendrai au second tour le candidat de la majorité présidentielle, M. Valls. J'aimerais, ceci dit, bénéficier de l'engagement réciproque que si c'est moi qui suis devant, eh bien, on va réunifier la famille politique, la famille des marcheurs et de la majorité présidentielle autour de ma candidature au 2e tour. Et j'apprécierais d'avoir cet engagement à la fois de M. Valls et de ma famille politique. Merci Stéphane Vogetta d'avoir été sur Equinox. On vous retrouvera dans une dizaine de jours pour une autre émission qui s'appelle Moi député, où vous allez développer votre programme de manière concrète. Et ce sera justement le prochain invité de cette émission, Renaud Lebert, qui nous exposera comme vous son programme. Merci Stéphane Vogetta. Merci beaucoup, bonne journée.